Salut à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. J'ai couru dans un supermarché très près d'ici où j'ai pu avoir cette petite boîte de craie. Donc maintenant, je pense qu'on peut continuer nos vidéos concernant l'élasticité linéaire. Donc, comme je vous l'ai dit, cet amphi, je l'ai découvert aujourd'hui, mais pourquoi pas profiter pour faire quelques vidéos de mécanique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux théorèmes essentiels. Cette vidéo fait bien sûr suite à celle qui a été consacrée à la formulation globale des équations d'équilibre. Donc maintenant, nous allons parler des théorèmes de l'énergie potentielle et complémentaire. Nous avons toujours la définition, la représentation de notre problème d'élasticité qui est là. Nous avons notre domaine oméga qui est borné par une frontière des rangs oméga avec une partie sur laquelle agissent des forces surfaciques et une autre où un déplacement est imposé. Donc, avant d'aborder les notions d'énergie potentielle et d'énergie complémentaire, on va commencer par voir la classification des champs. Il faut savoir ici qu'en élasticité linéaire, il y a deux champs principalement qui nous intéressent. Le champ de déplacement et le champ de contrainte, c'est-à-dire le tenseur de contrainte. Ces deux champs seront nos parties, seront ce sur quoi en fait nous allons nous attarder, soit pour la détermination du comportement de notre système mécanique, ou alors simplement sa description. Donc ici, pour classifier les champs, il suffit juste de qualifier ces champs. On va dire ici que notre champ U, un champ de déplacement U, peut être dit cinématiquement admissible, donc je vais dire est cinématiquement admissible, je vais abréger cela CA. CA veut dire cinématiquement admissible. U est cinématiquement admissible si et seulement si U en fait est encore égal à U donné sur des rangs 1 oméga. C'est-à-dire s'il vérifie la condition que U est égal à U donné sur la partie de la frontière de notre domaine où est imposé un champ de déplacement. On peut également avoir un champ de déplacement, on va l'appeler U stat, qui lui peut être dit cinématiquement admissible à 0, si et seulement si U en fait est tout simplement nul sur le même domaine des rangs 1 oméga. Donc voilà les deux façons de qualifier un champ de déplacement quelconque. Il peut être cinématiquement admissible s'il vérifie la condition imposée sur des rangs 1 oméga, c'est-à-dire U égale à U donné, ou alors cinématiquement admissible à 0 si il est nul sur cette partie. Donc on peut également qualifier le tenseur de contrainte sigma, mais sigma lui, on va dire, il peut être qualifié de statiquement admissible. Donc sigma peut être statiquement admissible si et seulement si il vérifie certaines conditions, dont la première est divergence de sigma. Voilà, vous voyez, je recommence à l'écrire avec deux barres en dessous. Donc divergence de sigma plus force volumique est tout simplement égal au vecteur nul. Bien sûr, ceci c'est dans oméga. Donc ça c'est la première relation que sigma doit vérifier pour être dit statiquement admissible. Et aussi le fait que sigma n en tout point m de d rond 2 oméga est simplement égal à ma force surfacique. Donc sur d rond 2 de oméga. C'est-à-dire où j'ai imposé des forces surfaciques sur la frontière exclue de d rond 1 oméga. On peut également dire que sigma est statiquement admissible à 0 également, si et seulement si, au lieu d'avoir divergence de sigma plus force volumique égale au vecteur nul, j'aurais plutôt divergence de sigma à lui seul, qui sera égal au vecteur nul dans oméga, bien sûr. Et ici, j'aurai sigma n. Bon, je vais mettre sigma étoile, tout simplement pour différencier. Donc, j'aurai ceci est simplement égal au vecteur nul sur d rond 2 oméga. Donc, voilà donc la classification des champs qu'on peut avoir en élasticité linéaire. Et il faut savoir que une fois qu'on sait déjà ceci, on peut redéfinir notre problème d'élasticité linéaire
Le problème en élasticité linéaire revient donc à trouver, donc on va le redéfinir. En élasticité linéaire, bien sûr, le problème d'élasticité linéaire revient donc à trouver un champ de déplacement U qui est cinématiquement admissible ou un champ de contrainte sigma qui soit statiquement admissible tel que la relation suivante soit vérifiée. Sigma, la relation de comportement tout simplement. Donc sigma doit être égal à K fois epsilon de U. K est bien sûr ici le tenseur de rigidité globale et epsilon le tenseur de déformation qui est bien sûr dépendant de U. Et on connaît aussi son expression tout simplement. On sait que c'est le gradient symétrique de U, c'est-à-dire 1 demi de grade de U plus le grade transposé de U. Une fois qu'on a vu ceci, on peut donc revenir à l'essence même de notre vidéo, de la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, c'est pour introduire le théorème de l'énergie potentielle et complémentaire. Pour cela, nous allons premièrement décrire ce que c'est l'énergie potentielle et l'énergie complémentaire. Tout à l'heure, je vous ai dit, les champs qui vont nous intéresser en élasticité linéaire sont U et sigma. Alors, pour décrire l'énergie, on va avoir une approche à la voir plutôt orientée en usant du champ de déplacement ou en usant du tenseur de contrainte. C'est pour ça qu'on va définir, je vais définir premièrement l'énergie potentielle. L'énergie potentielle sera en fait l'énergie qui sera reliée au champ de déplacement. Ça veut dire l'énergie potentielle, c'est décrit en fonction de U. Ce sera tout simplement une énergie de déformation en déplacement où on va soustraire tout simplement le travail des forces extérieures. Donc ça c'est l'énergie potentielle et l'énergie complémentaire, elle, ce sera l'approche en contrainte, c'est-à-dire ici j'aurai sigma, ce sera toujours une énergie de déformation mais vue ici en contrainte, moins ici maintenant j'aurai le travail des forces de liaison. Donc par exemple si je suis encastré sur la partie d rang 1 oméga, ce sera le travail des forces qui agissent, des forces d'encastrement on va dire. Donc maintenant, voici où j'en suis. À partir de l'expression, c'est l'expression de l'énergie de déformation. L'énergie de déformation, c'est tout simplement 1/2, donc ça je l'écris de façon générale, 1/2 de une intégration sur tout mon domaine, une sommation continue sur tout mon domaine, de sigma, doublement contracté à epsilon d oméga. Maintenant, si je veux l'écrire en fonction de U, il faut que je réécrive cette expression où je fais intervenir ceci, mais je pourrais également utiliser la loi de comportement qui est là, sigma égale à K fois epsilon. Ça veut dire, au final, je me retrouve avec ces expressions suivantes. J'aurai l'énergie potentielle de U qui sera simplement égale à quoi? J'écris l'énergie de déformation en fonction de U, ça veut dire epsilon, je sais qu'il est déjà epsilon de U. Ici, je vais juste mettre du K epsilon. Or, K epsilon, j'aurai du K epsilon epsilon, je peux mettre epsilon, K epsilon, c'est pareil. Donc, j'aurai 1/2 de l'intégration sur oméga de epsilon de U, K, c'est 4, et ici j'ai epsilon de U. Donc, on est bien d'accord, ceci, c'est une quantité scalaire, donc j'ai ça. Ça, c'est l'énergie des déformations. Je vais soustraire à ça le travail des forces extérieures. Alors, comme travail des forces extérieures ici, j'ai des forces surfaciques et des forces volumiques. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins. Je commence par les forces volumiques qui sont décrites dans oméga. J'ai FV scalaire U d oméga. J'enlève maintenant les forces surfaciques qui sont décrites sur d rang 2 de oméga. Donc, d rang 2 de oméga. J'aurai F S, ou bien je peux mettre sigma n, c'est comme je veux, oui. Fs scalaire F
S scalaire U ds. Donc voilà l'expression générale de l'énergie potentielle fonction de U. Maintenant, pour l'énergie complémentaire, EC de sigma, je vais toujours décrire l'énergie de déformation, mais maintenant ce sera en description avec le point de vue de contrainte. Ça veut dire ici, je peux conserver déjà ma contrainte, mais epsilon, il va falloir que je l'écrive autrement. Si j'ai sigma qui est égal à K fois epsilon, alors je peux multiplier de part et d'autre par K moins 1, j'aurai K moins 1 fois sigma, qui sera égal à K moins 1, multiplié par K qui est là, fois epsilon. Donc ici, vous voyez que là, ça me donne directement l'identité. Et ici, j'ai directement K moins 1 fois sigma. Ça veut dire ici, l'identité fois epsilon, j'aurai directement epsilon qui sera égal à K moins 1 fois sigma. Vous voyez que je peux remplacer directement ceci dans cette expression. Je peux remplacer epsilon par cela et j'aurai donc l'énergie de déformation décrit en termes de contrainte. Donc j'aurai 1 demi l'intégrale sur oméga de quoi? De sigma, il est déjà là, vu que je cherche à l'écrire en fonction de sigma. Ce que je vais faire, là, j'ai K, tenseur de rigidité, K-1, bon, je l'inverse, avec sigma, toujours qui est là, et ça, c'est d oméga. Maintenant, je vais enlever le travail des forces de liaison, c'est-à-dire une intégration. Le travail des forces de liaison agissent uniquement là, sur d rond 1 oméga, dans la partie où on a un déplacement imposé. J'aurai simplement, comment dire, j'aurai des forces de liaison, c'est-à-dire sigma n, scalaire d sur d rond 1 oméga. ds, tout simplement. Donc, voilà l'énergie potentielle fonction de U et l'énergie complémentaire fonction de C. Maintenant, c'est quoi le but de faire tout ceci? Donc, c'est à partir déjà des expressions que nous avons de l'énergie potentielle et de l'énergie complémentaire, on peut passer au théorème directement. Donc ici, il va falloir qu'on détermine en fait, parmi tous les champs U qui peuvent exister, qui sont bien sûr cinématiquement admissibles, lequel est vraiment solution de notre problème et quelle est sa caractéristique. De même, si on regarde du point de vue des contraintes, parmi tous les champs de contraintes, tous les tenseurs de contraintes qui sont statiquement admissibles, donc c'est-à-dire qui vérifient ces deux conditions, lequel est le tenseur de contrainte solution de notre problème mécanique, ou alors quelle est sa particularité. C'est ce qui nous fait intervenir en fait les théorèmes de l'énergie potentielle et de l'énergie complémentaire que nous allons voir directement de suite. Donc ici, j'efface ça rapidement. Donc, théorème de l'énergie potentielle. Le théorème de l'énergie potentielle ici nous dit simplement que parmi tous les champs de déplacement, c'est que l'énergie potentielle, c'est une description énergétique du point de vue du champ de déplacement. Pour tout champ de déplacement qui est cinématiquement admissible, le champ de déplacement solution de notre problème mécanique, U sol, est tel que, EP de U sol est le minimum des énergies potentielles décrit en fonction de U. Donc, U sol est le champ de déplacement qui minimise l'énergie potentielle tout simplement. Donc, EP de U sol est égal au min des EP de U. C'est ça en fait que ça veut dire. Donc, le champ de déplacement solution est ce champ de déplacement cinématiquement admissible qui minimise l'énergie potentielle, qui est décrite, elle, en fonction de U. Donc, on peut, à partir de ceci, dire que si EP de U sol, c'est le minimum de ceci, alors EP de U sol
est inférieur ou égal à EP de U pour tout U cinématiquement admissible. Et c'est ceci qui forme en fait le théorème de l'énergie potentielle. De même, si on adopte une description du point de vue du tenseur de contrainte, on va également aboutir à l'énergie, au théorème de l'énergie complémentaire. Donc, théorème de l'énergie complémentaire, qui va nous dire en fait la même chose en quelque sorte. C'est-à-dire, parmi tous les champs de contrainte, parmi tous les tenseurs de contrainte qui sont statiquement admissibles, le champ de contrainte solution est tel que est celui en fait qui minimise l'énergie complémentaire. Donc, est tel que l'énergie complémentaire de sigma sol est le min de EC de sigma, avec sigma bien sûr statiquement admissible. Donc, on aboutit également au fait que, on aboutit directement au fait que EC de sigma sol est inférieur ou égal à EC de sigma pour tout sigma statiquement admissible. Donc, ceci également, c'est la formulation du théorème de l'énergie complémentaire. Donc, je vais faire une vidéo, deux vidéos distinctes, où je vais démontrer cette propriété. C'est démontrable, bien sûr. Donc, je vais démontrer ceci, le théorème de l'énergie potentielle et le théorème de l'énergie complémentaire. Maintenant, je vais introduire en fait la propriété d'encadrement qui permet de lier les deux énergies. Donc, tout cela sera démontré dans tout ce qui est relation, toute relation qui sera utilisée ici sera démontrée par le biais d'une autre vidéo. Donc, qu'est-ce que je veux montrer ici? Tout ce que je veux dire en fait, c'est l'énergie. Bon, ça au moins je peux le montrer directement ici. L'énergie potentielle U sol en fait est tout simplement égale à l'opposé de l'énergie complémentaire sigma sol. En adoptant ceci, bon, c'est démontrable, je vais le faire là tout à l'heure, mais je veux d'abord quitter de ceci pour aboutir à la propriété d'encadrement qui permet de relier les deux. Donc, EP de U sol égale à moins EC de sigma sol, c'est démontrable. On va partir du principe des puissances virtuelles pour le montrer. Donc, une fois que j'ai ceci, qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise maintenant ces deux inégalités. Je sais que EP de U sol est inférieur ou égal à EP de U. Ça veut dire ici, donc j'ai EP de U sol qui est inférieur ou égal à EP de U. Autrement dit, j'ai également, EC de sigma sol est inférieur ou égal à EC de sigma. Comment est-ce qu'on peut relier ces trois expressions pour aboutir à la propriété d'encadrement? Donc, pour former le moins EC sigma sol, je sais que c'est EP de U sol, alors ici, ceci peut s'écrire comment? Si j'appelle ça A, je peux simplement écrire A comme étant EP de U est supérieur ou égal à EP de U sol. Et EP de U sol, lui, qui est égal à moins EC de sigma sol, tout simplement. Maintenant, si EC de sigma sol est inférieur ou égal à EC de sigma, alors moins EC de sigma sol sera tout simplement supérieur ou égal à moins EC de sigma. Autrement dit, si je prends ceci, je le remplace directement là, j'ai la propriété d'encadrement qui est très utilisée dans le domaine dans le cadre de l'élasticité linéaire, où j'aurai tout simplement EP, donc je prends tout simplement ceci qui est déjà là, j'ai EP de U qui est supérieur ou égal à EP de U sol qui est égal à moins EC de sigma sol
qui est tout simplement supérieur ou égal à moins EC de sigma. Donc, ceci, c'est la propriété d'encadrement utile dans la formulation énergétique en élasticité linéaire. Ce sera très, très utilisé. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aboutir à ceci, j'ai supposé ceci vrai. Et je vous ai dit que c'est démontrable à partir de la formulation des puissances virtuelles. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais essayer de démontrer tout simplement ceci. Une question pour vous, juste pour vous montrer qu'en fait, en acceptant ceci comme vrai, on aboutit bien sûr à ceci, qui est également vrai. Donc, il faudrait d'abord démontrer ce que nous avons là, ce que nous avons affirmé. Et je ferai d'autres vidéos où je démontrerai également le théorème de l'énergie potentielle qui est là et le théorème de l'énergie complémentaire. Donc maintenant, pour démontrer la première relation, c'est pas compliqué. Il suffit juste de partir du principe des puissances virtuelles. Donc, est-ce qu'on va partir des puissances virtuelles ou des travaux virtuels? Bon, allons un peu avec les travaux virtuels vu qu'on a eu. Ça veut dire que ce que nous avons obtenu tout à l'heure, on a vu que c'était puissance des forces intérieures plus la puissance des forces extérieures qui est égale à 0. Donc ici, on aura la puissance des efforts intérieurs qui était simplement égale à moins intégrale sur oméga. De quoi? De sigma epsilon d oméga. Maintenant, plus la puissance des efforts extérieurs qui était tout simplement égale à quoi? Intégrale sur oméga. Bon, pas la puissance, on va prendre le travail des forces extérieures. Ça veut dire ici, j'ai FV fois U d oméga plus intégrale sur d rang oméga de Fs scalaire U ds qui est simplement égal à 0. Ça, c'est ce que le principe des travaux virtuels nous a donné. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez déjà que ceci, en fait, ça ressemble fortement à l'énergie des déformations. Ça veut dire ici, on va le scinder en deux. On aura moins 1/2, l'intégrale de oméga, sigma epsilon d oméga, que je vais prendre. J'associe avec ceci d'abord, plus intégrale sur oméga de FV scalaire U d oméga, plus maintenant, sur d rang oméga, on a vu que d rang oméga, c'est d rang 1 oméga union d rang 2 oméga. U est égal à UD lorsqu'on est sur d rang oméga et il est inconnu sur l'autre champ. Ça veut dire, si je prends l'intégrale sur d rang 2 de oméga, j'ai directement Fs scalaire U qui est toujours inconnu, ds. Maintenant, c'est pas fini. J'aurai également, je peux remettre d'abord ceci, parce que l'autre partie pour faire le moins, j'ai moins 1/2 de sigma epsilon d oméga. Maintenant, ceci n'intervient plus parce que ça a déjà été pris. La seule partie qui reste, c'est ce produit sur d rang 1 oméga. Or, sur d rang 1 oméga, U étant statiquement admissible, U sera simplement égal à UD. Ça veut dire qu'on aura plus intégrale de sur d rang 1 oméga de Fs, bon Fs, ici ce sera directement les forces surphasiques, sigma n scalaire UD ds, sigma n, oui, scalaire UD ds, qui sera égal à 0. Donc ceci, c'est juste l'écriture de ça. Ceci, je l'ai divisé en deux pour avoir les deux parties ici, ceci et ça. Fv scalaire U, je l'ai conservé, et celui-ci, je l'ai détaché sur d rang 1 oméga qui est là, où U vaut UD, et d rang 2 d rang 2 oméga, où U reste inconnu, où nous avons simplement ceci. Et on remarque tout simplement que ceci correspond tout simplement à quoi? À ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, si on prend l'expression où c'est décrit en fonction de U, on peut définir ceci pour notre énergie de déformation. On peut avoir une expression sous forme de U. Ceci correspond tout simplement à EP de U. Donc, EP de U qui est là. Et ceci correspond à quoi? À EC de sigma. EC de sigma tout simplement. Donc, vous voyez ici que j'ai EP de U. Donc, ici, bien sûr, il fallait prendre U sol pour vérifier notre champ de déplacement, notre champ de déplacement qui est solution. Ça veut dire U sol ici, U sol ici, U sol là,
tout simplement, et U sol. Bon, ok, U sol il vaut UD là. Donc, vous voyez qu'ici, je me retrouve avec quoi? Bon, bien sûr, c'est sigma sol également, sigma sol partout, sigma sol partout. Donc, on prend uniquement les solutions qui sont, ce qui est solution en fait. Donc, le champ de déplacement et le champ le champ de déplacement et le champ de contrainte aux solutions de notre problème mécanique vérifie bien le principe des puissances virtuelles ou des travaux virtuels qui sont là. Et c'est à partir de lui qu'on prend, mais juste, et on sort ce qu'on veut. On aura EP de U sol plus EC de sigma sol qui sera tout simplement égal à 0. Vous voyez qu'ici, on peut simplement dire que EP de U sol égale à moins EC de sigma sol, qui est bien sûr ce qui est donné tout là-haut. Donc là, bien sûr, on a tout qui est correct. Ici, c'est un epsilon de U sol, partout il y a epsilon, c'est un epsilon de U sol tout simplement. Donc vous voyez que cette relation étant vraie, on l'utilise avec les deux théorèmes de l'énergie, c'est-à-dire le théorème de l'énergie potentielle et le théorème de l'énergie complémentaire, pour aboutir à la propriété d'encadrement utile dans la formulation énergétique en élasticité linéaire. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est pas très digeste, mais c'est un peu, ce sont un peu des trucs avancés, mais je pense que ça devrait normalement passer. C'est pas sorcier, on va dire. Donc, pour la suite, on va continuer avec d'autres formulations. Je pense qu'on va faire des formulations en éléments finis. Bon, je vous dois 2 vidéos où je vais simplement démontrer le théorème de l'énergie potentielle et le théorème de l'énergie complémentaire. Donc, c'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique explicable. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, rendez-vous à la prochaine. Bye bye. C'est fou ce qu'on peut faire avec une craie.